60 avec le 60. Salut, José. Ça va? Ça va? Ben oui. Ben oui, moi, ça va bien, ça va très Ça va bien. être En un fait, excité aujourd'hui parce que c'est ton capitaine, on soit un de tes capitaines. Mon premier capitaine. Ton premier capitaine. Qui m'a quand même te laisse le présenter. montré comment devenir un bon professionnel on and off the ice. Puis c'est un gars que je respecte énormément. Puis je pense que toi aussi, t'es un peu fanboy, là, t'es un fan. Fait que je le présente. Mon capitaine, c'est un honneur, Vincent D'Anfous, de t'avoir à notre show, mais merci beaucoup d'être ici. C'est plaisir, Vince. merci de l'invitation, les gars. Merci, Vincent. Non, mais t'as raison, José, parce que tu sais, on a reçu des coéquipiers à toi, puis des roommates à toi, qui veulent pas. Moi, des fois, j'étais peut-être rendu dans la trentaine, tu sais, quand ils étaient dans leur prime. Vincent, aujourd'hui, quand il était repêché, puis on va en reparler, là, mais j'étais un jeune hockeyeur, je voyais, puis c'était un jeune francophone qui montait, puis qui était dominant. Fait que après ça, il était le capitaine du Canadien dans les grosses années. Même chose pour moi, il gagne la coupe. J'avais des billets de saison. J'étais dans les estrades quand ils ont Pas gagné. si vieux que ça, les gars, quand même. Fait que ça, pour dire que... Moi, je suis un peu vieux moi-même. Fait que, ben, tu sais, c'était pas en HD, là. Ouais, c'est ça. On a des images de toi, là, quand faut jouer avec le tracker sur le VHS, là. Pas noir et blanc. Mais tu sais, c'est ça. Puis comme tu disais, il y a des joueurs comme quand j'ai vu Patrick Roy la première fois, oui. Vincent, Stéphane Hergé quand il est revenu. Moi aussi, là, je suis là, puis j'essaie de montrer comme je veux faire partie des boys. Dans le fond, je suis juste intimidé qu'ils me parlent. Tu sais, c'est oui. comme c'est le fun, puis c'était du bon temps, mais Autant que Vincent, t'as cette aura-là, là. Je sais pas si... Non, mais des fois, on dégage quelque chose qu'on contrôle pas toujours. Cette espèce d'aura de calme, ça va être correct. Paniquons Ben, c'est pas. ma personnalité de nature. Je Ouais. n'essaye pas d'être quelqu'un que je suis pas, tu sais. Puis c'était un conseil, d'ailleurs, qu'on m'a donné quand je suis devenu capitaine du Canadien. Puis consciemment, tu sais, tu dis, bon, va falloir que je parle plus, va falloir que je sois plus vocal dans la chambre. Puis Ouais. Puis c'est pas ça. C'est pas ça. T'es nommé pour ta personnalité puis ce que tu fais. Puis il faut pas que tu changes. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Suzuki quand il était nommé. T'sais, j'ai vu dans un tournoi de golf, j'ai dit Suzy, t'étais mon pick. J'ai dit je pense que tu le mérites. Puis change pas. Reste de même. C'est parfait ce que tu fais. Là. Puis garde, c'est un bon capitaine. puis tu sais, moi, je me souviens en tant que capitaine, c'est pour ça qu'on avait une mauvaise game ou on avait une mauvaise passe. T'arrivais le lendemain, là, il était assis comme ça avec son café, relax, il lisait son USA Today, son journal. Mais tu sais, pour vrai, il nous montrait qu'il était calme, il allait sur la glace, il faisait ça. C'était tout le temps, on panique pas, on le fait. Des fois, ça arrivait, tu sais, qu'il avait pas le choix, il faisait le speech dans la chambre quand c'était assez, mais il était tout le temps en contrôle, puis ça relaxait beaucoup la chambre. En tout cas, moi, c'est pas comme l'ancien ça, compte, là. Non, c'est Avec pas le l'ancien capitaine compte. qui Non, se lève. Non. Moi, j'étais à Toronto quand l'ancien compte est sorti. Puis je savais pas trop, mais c'était la folie. Là, mais Ouais. non, c'était pas De du toute façon, tout la ces réalité. bâtons sont trop précieux pour les briser. Je pense qu'il y en avait 6 par game à peu près. Hein? Ouais. Numéro 2, numéro 1, il y en avait une coupe. Ben moi j'avais 6 hockey que je préparais parce que j'en avais qui étaient illégales, puis il y en avait qui étaient légales. À On va cause de revenir peut-être à McSorley, là, mais... La courbe? La courbe, Ouais. dans ce temps-là, il y avait un règlement qui t'empêchait d'avoir une courbe assez prononcée. Fait que la plupart des joueurs jouaient avec des courbes illégales parce que c'était facile d'avoir un hockey illégal. Fait que tu vas avoir du feeling, puis tu vas être capable de shooter en haut, puis... Fait que c'est une courbe plus prononcée. J'avais 1, 2, 3 des hockey que je jouais. Puis quand on avait l'avantage en troisième période, à 10 minutes à peu près, on mène par un but. Mais là, je demandais à mon trainer, donne-moi le hockey légal. Ok, fait que Pour c'est pas prendre de chance, là, tu sais. C'est une pratique, somme toute, assez répandue. Oh, Ah oui, ben oui, tout Fait le que monde. McSorley, il a joué avec le feu, là. McSorley, il n'a pas été intelligent. Lui, il était... Parce que pour te faire appeler pour un bâton illégal, il faut que tu sois sur la glace. Si t'es sur le banc, ils peuvent pas dire va checker le hockey d'en face. Tu sais. Ouais. Fait que McSorley, il reste 2 minutes, on perd par un but, on est en finale de la Coupe Stanley, puis lui, il embarque sur la patinoire avec son hockey illégal, puis là, ben, Jacques, il a eu le guts, avec caler. l'information qu'il y avait de Carbeau, puis OK, il a eu le guts de faire l'appel, parce que si tu te trompes, c'est toi qui as la punition. Fait que Ouais. Jacques Demers a eu le courage de dire OK, on va prendre la chance de caler le bâton de McSorley, puis ça allait en avantage numérique, puis ça Ça a porté fruit. comme de fait, on le savait, là, il y avait une courbe
Tu le voyais, là. Puis tu avais quand même un préposé d'équipement, d'après moi, la veille, qui peut-être été du côté de l'adversaire à regarder les curves, là, aussi. Ça, c'est la rumeur. C'est la rumeur que c'était un gars de si calme, mais disons qu'il y avait de l'information privilégiée, que c'était pour être Il ça. se trompait pas. Ouais. Ce qu'on aime bien faire, Vincent, dans le cadre de 60 avec le 60, c'est beaucoup sur le parcours aussi, tu sais, parce que oui, là, on parle de McSorley puis de la coupe, mais ce qui est intéressant aussi, puis qui m'intéresse en tout cas moi, c'est qu'est-ce qui vous a amené là, puis comment vous vous êtes rendu là, tu sais, parce qu'il y a de l'effort, un peu de chance, bien, du talent, il y a d'abord du talent, là, mais il faut que des fois, on en rencontre aussi, vous en avez rencontré des gars, tu sais, que pour X raisons, sont tombés dans un environnement moins propice ou que mentalement, ça fonctionnait pas, puis ils n'ont pas été capables de réaliser leur plein potentiel. Des fois, c'est plus difficile. Comme notre dernier invité, c'était Pierre Dagenet. Il expliquait qu'il a été coupé de 5 équipes midget 3 pour après finir la saison quand même à Laval, partir premier overall. Il y en a d'autres, je connais ta carrière. Toi, ça a plus été straightforward. Ceci étant dit, je sais que ça a quand même été difficile, mais tu sais, je pense que tu es un gars de Montréal. Tu as joué à Montréal, tu as joué toutes les années, j'imagine, 2A, midget 3 ta première année. C'était écrit dans le ciel assez jeune là, que tu allais être comme un prospect. J'ai pas eu d'embûche, je te dirais. J'ai pas eu de setback trop. J'étais... premièrement, la chance pour moi, c'est de ne pas avoir été blessé. Jamais. Là. Ouais. J'ai jamais été blessé jusqu'à temps que j'arrive à San Jose. Fait que le début de ma carrière, je pense que c'est là que tu veux faire ta place. Là. J'ai jamais été blessé. Fait que ça, c'est le côté chance. T'as pas eu le linebacker. Non, c'est ça. Puis il y a des joueurs jeunes qui se font blesser. Puis là, quand tu reviens, il y a quelqu'un d'autre qui prend ta place. Puis c'est le darwinisme dans le sport. Là. C'est tu survis, c'est les plus forts qui survivent, puis les autres sont laissés de côté. Puis chaque année, t'as un camp d'entraînement, tu as 50 joueurs, puis ils en gardent 22. Là. C'est pas parce que tu es là une année que tu vas être là l'année suivante. Moi, j'ai été chanceux. Oui, j'ai joué dans les grosses équipes. 2A, après ça, Midget 3, ma première année. Je suis repêché. T'avais-tu d'autres joueurs, Midget 3, qui ont joué dans le show quand tu jouais Midget 3? Oui, il y a eu Luc Robitaille. Ah! Luc Robitaille était la même année que moi, Midget 3. OK. Oui, on avait Benoît Hogg aussi qui a joué à Buffalo. Il y a 3 joueurs qui ont eu des belles carrières mon année Midget 3. Puis Luc Robitaille, on sait que lui, ça n'a pas été comme un choix de première ronde dans la NHL. Puis il a eu une méchante carrière, c'est son coup de patin. Mais est-ce que toi, en tant que coéquipier Midget 3, tu disais, lui, il peut se rendre où il était vraiment, il y avait un lac, il y avait une lacune avec son patin? Luc était du mois de janvier. Fait que lui, il avait presque 2 ans de différence avec moi, mais il était quand même Midget 3. Fait que lui, il jouait sa deuxième année Midget 3. L'année d'avant, il était comme Midget 2B. Okay. Tu as raison, il n'était pas vu comme un super... Mais Midget 3, il a eu une grosse année, puis il est parti 4e overall à Hull, dans le junior. Mais sa première année junior, c'est son année de repêchage dans la Ligue nationale. Fait que c'est pour ça qu'il est parti peut-être plus tard qu'il aurait dû, parce qu'il y a eu une grosse année à son année recrue, mais il y a eu des super grosses années, ces 2 autres années juniors. Une fois repêché, là, une fois repêché, il a explosé avec Guy Rouleau. Il a eu presque 200 points dans le junior. Puis, Guy Rouleau, il roulait dessus, lui. Ouais, c'est ça. Les deux étaient sur le même trio, des grosses équipes. Puis quand il est arrivé, première année à Los Angeles, il a gagné recrue de l'année, 50 buts. Ça, c'est-tu les années où vous jouiez avec des pantalons? Non, ça, c'était un petit peu plus tard, ça. Ouais, à Laval, on a joué avec des pantalons une année rouge, là. C'était pas chic. Tu as été repêché quel rang à Laval? À Laval, j'étais... ça, c'était intéressant parce qu'il y avait 11 équipes à l'époque. Puis moi, j'étais au collège privé à Jean-Eudes, puis j'aimais ça. Je restais chez nous, puis j'allais au collège Jean-Eudes. Puis j'étais secondaire 3. Fait que je m'en allais junior, puis j'étais encore secondaire 4, secondaire 5. Il me restait 2 années secondaires à faire parce que je suis né au mois de décembre, j'étais le plus jeune de la Ligue. Il y a 3 équipes juniors où je pouvais rester chez nous, aller au collège, puis être encore à la maison. C'était Longueuil, Verdun ou Laval. Puis j'ai été le dernier choix, la première ronde, 11e, c'est Laval qui m'a repêché. Fait que ça m'a permis de rester à la maison chez nous, puis de finir mon secondaire au collège. Fait que j'avais mon triangle. T'avais-tu passé le mot comme à ton agent, à dire si c'est pas un des 3 clubs, j'y vais pas? Ça a donné comme ça. Non, moi je crois pas à ça, d'essayer de contrôler où tu vas aller. Je crois à laisse les choses arriver, puis c'est probablement la meilleure chose. Il y en a beaucoup des jeunes, puis des agents, puis des parents qui essaient de
dis tu veux pas aller là pour essayer de... Fait que t'étais quand même prêt d'aller jouer n'importe où. Ouais, moi, j'étais prêt à mais ça a juste été un gros plus. J'étais prêt à partir, je t'ai dit ça, José, mais tu le sais pas. J'avais 15 ans. 15 ans, je sais. Il y a des grosses décisions souvent qui sont prises. Mon gars, il est parti, mon plus vieux, il est parti à Buffalo à 14 ans. Mais moi, c'était même pas aller aux États-Unis, c'était même pas dans les cartes. Mais partir junior, te faire repêcher, puis tu sais pas où ta vie t'amène, c'est assez capoté quand tu y penses. Ça, c'est vrai. Tes parents faisaient quoi dans la vie? Ma mère était prof d'école, OK. en maternelle, puis mon père, il travaillait aussi pour la commission scolaire de la région, mais plus dans le niveau de l'équipement, puis des terrains, puis de la gestion des écoles. Donc, l'éducation, Oui. c'était ouais. pas mal Oui, important dans ta famille. ma mère est première de 7, elle est partie très tôt de la maison, puis oui, c'était super important, les devoirs, puis l'école. Puis ton frère a eu une belle carrière aussi. Oui, puis mon père, lui, était dernier de 21, d'une famille de fermiers. 21 enfants? Oui, dernier. Fait que lui, il est le seul de la famille qui est allé à l'université. Les autres, ça travaillait sur la ferme, se levait tôt, c'est des gros travaillants. Puis mon Je père... ne sais pas ce que ta grand-mère a fait de sa vie. Oui, j'ai jamais connu ma grand-mère. Mes grands-parents du côté de mon père sont décédés avant que lui se marie. Fait que ils l'ont eu très tard. C'est le 21 dernier. enfants, t'as brûlé la pauvre femme? Ouais. Il est élevé par ses sœurs, puis tout ça pour dire que mon père, c'est vraiment le côté tout le temps de bonne humeur, tout le temps résilient, travaillant. Puis ma mère aussi, l'éducation, c'est super important, puis la famille. Tu parlais de mon frère, on est juste deux, nous autres, dans la famille, mais la famille, puis c'était super important de protéger ça. Puis mes parents ont toujours été là pour me supporter, puis m'aider, puis m'encourager, puis même dans les moments plus difficiles, ils ont toujours été là. Mais c'était-tu des gros fans de sport? C'est comme ton père, c'était-tu un maniaque de hockey ou c'est vraiment toi, t'aimais ça? Comme tous les autres petits culs ont joué au hockey. Ouais, puis à un moment donné, c'est t'as pris le bâton et les patins, puis t'as fait comme, moi, je vais être bon pour ça, là, je pense. Non, mon père était un gros fan de sport, puis il était bon dans les sports, mais il n'a pas eu l'opportunité de patiner beaucoup quand il était jeune. Imagine, là, t'es 21, là, c'est comme... il n'a pas le temps, Non. il a Non. d'autres priorités. Ouais. Sur une ferme. Mais il faisait une patinoire dans le cours chez nous, puis il se mettait en botte, puis il passait des heures avec nous autres, avec mon frère et moi, pour nous aider, nous passer des pucks, nous pratiquer des lancers. Au baseball, il nous frappait des balles, puis moi et mon frère, on était dans le cours en arrière, puis on essayait que la balle ne touche pas à la clôture. Fait que, le sport était tout le temps présent chez nous, puis... mon père, c'était un grand passionné. Ma mère, c'était la musique. J'ai fait du piano 6 mois. Puis après ça, je dis, c'est pas pour moi. On va prendre Mais le elle a bâton. essayé. Ouais, Puis, ouais. c'est ça. C'était la musique, les devoirs. C'était d'autres choses. Fait que c'était ça. C'était une Là- belle... Là, tu es drafté à Laval, tu arrives Ouais. ton premier camp. Il faut que tu nous expliques, tu arrives là-bas. Puis là, il y en a un grand qui joue avec le club. Oui, bien, le premier camp, c'est... Moi, j'arrivais dans la grosse équipe, là. On était... Il y avait 17 vétérans dans cette équipe-là. Puis... C'est les voisins dans ce temps-là. Hein? C'est les voisins de Laval, puis une des premiers drills qu'ils nous faisaient faire, ils appellent ça le tunnel de la mort. Là. Ils mettaient les 17 vétérans à 3 pieds de la bande d'un côté de la Tu glace. faisais ça dans le temps, c'est vrai. Puis là, les recrues ils partaient du coin, puis tu fallait que tu patines un par un, puis tu en allais en arrière du filet, puis là, tu prenais de la vitesse, puis tu en allais dans le tunnel, puis un après l'autre, les vétérans, ils te frappaient sur le bord de la bande. Fait que j'imagine que le coach trouvait ça intelligent, puis il dit, bon, on va tester le courage des jeunes. Fait qu'on passait là-dessus, là, tu voyais que les gars... Tu as encore 15 ans, tu même pas ton 16 ans. Ouais, parce moi, que le camp j'étais un d'entraînement, t'as 15 ans. gars... moi, je suis le premier choix, puis les gars me protégeaient un peu. J'ai 15 ans, là, tu sais, puis je suis pas un gars nécessairement qui a le profil d'un batailleur ou d'un tough. Fait que les gars faisaient attention à moi, mais on avait des méchants toughs comme vétérans. Ouais, On ouais. avait un peu un autre. Là. Puis c'était une fait époque que où le hockey junior, c'était... Ben oui, t'en tough. avais 5 qui vraiment dangereux, là, tu sais. Mais fait que les jeunes qui voulaient ce rôle-là, là, c'est incroyable. Là. Puis là, après ça, ils mettaient les jeunes à 3 pieds de la bande, puis les vétérans s'en allaient dans le tunnel. Mais avec les coudes un petit peu plus haut, puis les hockey, puis c'était n'importe quoi, là, tu sais, mais... J'imagine les jeunes essayaient de frapper Mario Lemieux, oui. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ben ouais, Ouais, tu t'essayes blesses Mario tu au veux camp. faire un point. Non, c'était mais- un peu archaïque comme camp, là, mais j'ai fait En plus, l'équipe. à 15 ans, là, je sais pas si tu avais fini de grandir,
mais t'as jamais été bien gras. Fait que tu devais pas être super pesant, là, 15 ans. Non, je devais avoir 180 livres. Quand même. C'est quand même 6 pieds, j'imagine, là, mais... OK, fait que t'étais quand même assez... Ouais, j'étais un grand... grand, j'étais toujours dans la moyenne. Fait que j'imagine que quand j'étais arrivé là, j'étais plus petit que la moyenne des gars juniors, mais j'étais jeune. Puis... Puis j'ai réussi à faire ma place. Puis Mario Lemieux était comme de loin le meilleur joueur de la Ligue. Là. Il aurait dû jouer dans la Ligue nationale cette année-là. Mais on avait aussi Michel Mongeau qui était le deuxième centre. Puis on avait beaucoup de profondeur. Il y avait des bons vétérans. Il y avait Yves Courteau, incroyable. Puis moi, j'ai fait ma place. C'était un centre à ce moment-là. Fait que moi, je jouais sur le troisième trio comme centre. Puis j'ai appris beaucoup cette année-là, juste en regardant Mario, comment il se comportait dans les pratiques, hors de la glace, avec les médias qui commençaient à apparaître. Là. Il y avait Lachapelle à ce moment-là. Marc Lachapelle. Qui était mais juste comment il se comportait, puis surtout sur la patinoire. Les petits trucs, comment protéger la rondelle, comment il se comportait, comment il voyait le jeu. Pour moi, c'était incroyable. En plus, là, Mario Lemieux, il devait jouer sur 2 lignes. Il devait jouer. C'est drôle parce que moi, des fois, je jouais sur l'avantage numérique ou même quand ça faisait 30 secondes, je suis à la glace. Mario, il avait déjà sa patte, comme sa bande, là, ça veut dire le kid débarque. Ça Mais t'as quand même, à 16 ans, tu jouais de 3e joueur de centre, méchant club, parce qu'il finit avec 30 goals pareil. Puis, t'as 16 ans dans la ligue, tu jouais avec une équipe de vétérans. En temps normal, c'est dur d'avoir le temps de glace. 16 goals, fait qu'il y avait vraiment, c'était une grosse puissance, mais... Oui, j'avais mon rôle, j'avais ma place, puis on a eu une saison exceptionnelle. On a gagné tous les trophées au Québec. Puis on s'est retrouvés à la Coupe Memorial à Kitchener, puis malheureusement, c'est le seul temps où on a eu le plus de difficultés dans l'année. Mario n'a pas été dominant, puis on n'a pas gagné un match. On a perdu les 3 matchs contre les 2 clubs de l'Ontario puis un club de l'Ouest. Il y avait une stratégie de frapper Mario puis de c'était sûr qu'il y avait un plan de match pour Mario, mais n'importe quand que Mario, dans la saison, quand il y avait des situations où il fallait qu'il performe, il performait tout le temps, plus que les attentes. Puis je me souviens, le dernier match de la saison, Guy Lafleur avait eu 130 buts. C'était le record de la Ligue à ce moment-là, qui durait depuis des années. Puis Mario en avait 127. Fait qu'il avait besoin de 3 buts pour égaler, 4 buts pour battre le record de Guy Lafleur. Puis ce match-là, le dernier match de la saison contre Longueuil, à Laval, le building était plein. Il y a eu 6 buts, 5 passes. Fait que comme... Merci, bonsoir, drop the mic. Smashé le il n'a record. pas pris de chance. Il en a fait 6. Des fois qu'il y avait un recomptage. Non, mais il y a 4 buts, 4 points de moyenne dans le junior. C'est quand même quelque chose. Là. C'est incroyable. Puis ça, on parle des points, là, puis je l'ai déjà raconté, mais moi, j'allais voir les voltigeurs de Drummondville. J'allais pas beaucoup aux juniors à ce temps-là. Puis je me souviens que l'animosité aussi qu'il y avait dans le building, qui était comme haï, là. Tu sais, les gens aimaient l'haïr parce qu'il était trop fort. Fait que ça chialait. Puis c'était une époque où ça accrochait beaucoup. Fait qu'il y avait tout le temps des gars sur le dos. Mais quand tu dis sur le dos, là, c'est même pas une image, là. C'est comme le bâton, là, aux hanches. Le gars qui tire à 2 mains quand il n'y en a pas un qui a un bras sur son épaule. Ça accrochait. Là, pas juste junior. Tu regardes le hockey d'aujourd'hui, c'est très différent. Là. Même dans la Ligue nationale, quand j'ai commencé, puis jusque dans les années 90, ça faisait partie de ton plan de match. Tu faisais ton repli défensif dans zone neutre. Tu allais chercher le gars là, avec un crochet, puis tu le ramenais vers toi. Puis c'était permis. Là. C'était comme ça là, que tu jouais. Puis je me souviens, Chris Chelios, c'était en avant du filet. Là, il prenait ton bâton avec sa main, là, puis il gardait. C'est comme ça qu'il me. Puis les défenseurs cross-check devant le filet. Là. C'est pour ça, à ce temps-là, il fallait que tu payes le prix à aller devant le filet parce que c'était les cross-check dans le bas du dos. C'était dangereux, junior, à ce moment-là. Puis j'avais pas ce rôle-là. Mais j'imagine beaucoup de ces jeunes-là, à 17, 18, 19 ans, qui avaient ces rôles-là. C'est assez capoté. Là. Mais juste pour toi, vu qu'on a parlé avec Max Talbot, on va lui demander à notre invité, parce qu'on parle du record de Crosby qui va dépasser, pas éventuellement Mario Lemieux. Il va dépasser Mario. Puis la question, c'était qui est le plus grand joueur des Penguins de Pittsburgh? Le plus grand pingouin de l'histoire.
Ben moi, le plus grand joueur au monde, pour moi, c'est Mario Lemieux. Fait que tu peux pas... Voilà, c'est ça. Mario... Je dirais ça à Justin. Ben, c'est ça que je dis à mon gars. Je pense que c'est peut-être le meilleur gars le meilleur joueur qui a mis... Le meilleur humain qui a mis des patins au monde. Fait que tu me demandes c'est quel le meilleur pingouin. Il dit, mon fils, il est comme... C'est Sidney. Ben, toi, t'as vu jouer Sidney. Mais je me disais, Mario, dans son prime... C'est comme si t'es le meilleur au monde, t'es le meilleur pingouin. Excuse-moi de te dire ça. Là. Moi, c'est le meilleur joueur. Puis j'ai joué contre Gretzky, j'ai joué avec Wayne Gretzky. C'est comme impossible d'essayer d'en choisir un. Là, mais si moi, j'avais un joueur... Je trouve que Mario était... Le 16. La grandeur. Il jouait avec des joueurs beaucoup moins talentueux que Wayne, même si Wayne était comme exceptionnel. Là. Il était blessé, Mario. Il a eu des maladies. Il a manqué beaucoup de matchs. Il s'est défendu seul aussi. Souvent. Il n'y a pas des Semenko là, pour aller se battre. Non, pour souvent. Lui. Puis il était capable de faire des choses avec 2 gars sur le dos, comme tu dis, comparativement à Wayne, où il avait une vision incroyable. Mais autant son lancer, protection de rondelle, ses passes. Pour moi, Mario, c'est le Justin, c'est réglé, là. On n'en parle plus, Justin. OK, là, tu l'as de petit capitaine du Canadien, c'est réglé. Avec respect pour les autres. Là, oui, mais ça, c'est pas des chaudrons. C'est comme c'est ça, non, exactement. C'est ça. Puis là, après, OK, vous allez à la Coupe Memorial, bonne saison. Ton année de draft, c'est pas l'année d'après. Fait que tu as 2 ans avant ton année de draft, vu que tu es un late. Tu t'es drafté. Est-ce que, évidemment, tu es parti très tôt, 6e overall, fait que tu étais un prospect, tu savais que tu étais pour partir tôt. Tu pars dans un gros marché. Comment que ça a été l'adaptation après ça? Ton premier camp à Toronto, parce que là, tu es quand même un petit gars de Montréal. Tu t'en vas dans un marché anglophone, puis un gros marché canadien en plus. Fait que c'était quoi ton expérience au début là-bas quand tu arrives au camp? Le step était-tu si grand que ça? Mais quand la journée du repêchage, moi, j'étais classé 8e. Puis on est au forum, j'étais avec mes parents, mon frère, toute ma famille. Puis j'ai parlé à une couple d'équipes, mais c'était pas... Tu savais pas trop à quoi t'attendre. Puis là, c'est là que ma vie change. Là, j'avais eu des très bonnes séries éliminatoires. Puis je m'attendais à partir à peu près où... Quand c'était... Après Toronto, là, t'avais... je pense que c'était Winnipeg. Puis après ça, c'était Vancouver. Fait que quand je suis parti à Toronto, c'est drôle quand tu me parles d'adaptation, parce qu'une des premières questions qu'on m'a posées, les médias, c'est es-tu déçu d'avoir été choisi par Toronto? Parce que j'étais le premier francophone de l'histoire des livres à être repêché en première ronde. Fait que mais moi, je voyais ça comme une opportunité On est en quelle année? De jouer. En 86. 86. Il y a 21 clubs à ce moment-là. Puis il y a une rivalité, politiquement, c'était différent aussi, là. On sortait du référendum de 1980. C'était les années d'Harold Ballard, qui était le propriétaire de l'équipe, qui était vraiment anti-russe, anti-tout, sauf anglophone canadien. Les bons vieux Canadiens. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que moi, j'arrivais dans cet environnement-là, mais je voyais ça comme une opportunité parce que l'équipe avait fini 20e sur 21 clubs. Puis la raison pourquoi ils ont repêché 6e et non pas 2e, c'est parce qu'ils ont fait les séries l'année d'avant. Détroit était pire qu'eux autres dans la même division. Eux autres avaient le premier choix. Après ça, c'était les autres divisions, des clubs qui n'ont pas fait les séries, puis après ça, Toronto. Fait que moi, Montréal a choisi qui cette année-là? Pardon? Montréal a choisi qui? Cette année-là, je pense que c'était Mark Peterson, de mémoire. Ah ouais. Tu ne voulais pas être choix de première ronde dans ce temps-là pour le Canadien. Il était comme 15e ou 17e. Fait que pour moi, Montréal, c'était même pas dans le radar. Là. Ouais. Mais il aurait pu essayer de bouger. Il aurait pu. Mais pour moi, c'était... Fait que je suis arrivé au camp d'entraînement, puis je voyais de la place. Comparativement à Laval, où je suis arrivé, puis il y avait 17 vétérans. Même s'il y avait des vétérans à Toronto, je voyais qu'il y avait un besoin de talent offensif. Fait que moi, je fitais dans ce moule-là, puis... il y avait 11 matchs hors concours pendant un camp d'entraînement d'un mois et demi. Puis moi, j'ai joué 11 matchs. Fait que je les ai tous joués. Puis le step, tu sais, des fois, comme moi, au début, je trouvais les gars, vous étiez bons, tu sais, il y a une adaptation. Tu es arrivé au camp. Est-ce que tu as tout de suite vu, OK, je suis capable de jouer dans cette ligue-là, ou tu trouvais, tu sais, la maturité, peut-être la force physique, ou tu te sentais tout de suite que tu étais capable? Oui, j'ai bien performé. Puis, tu sais, le fait d'avoir joué 11 matchs, ça m'a permis de m'adapter assez rapidement. Chaos Sport, c'est une chaîne faite par des amateurs de sport pour les amateurs de sport. Oui, on parle de la partie, mais on parle aussi beaucoup des histoires humaines derrière la partie, de hockey, de football, de soccer, de sport de combat et plein d'autres. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne ko-sport.tv et télécharger l'application Chaos Sport. Je joue avec des meilleurs joueurs aussi. Fait que la vitesse, je trouve que
Oui, c'est plus vite, mais tu t'adaptes. J'étais capable, moi, de visualiser rapidement, de prendre mes décisions rapidement. C'était un peu ma force, là. Ouais. Puis j'ai fini premier compteur du camp d'entraînement du côté des Leafs. Même si j'ai joué 11 matchs quand même, ça m'a permis d'avoir beaucoup de points. Puis ils ont décidé ils m'ont annoncé que je restais avec l'équipe. J'avais une autre année junior. J'avais pu retourner à Laval, mais ils m'ont gardé pour Mais là, c'est jouer quand à même la 18 ans. première fois que tu pars de la maison parce que tu étais à Laval. Tu restais chez... Ben, la dernière année junior, j'ai dit à mes parents que j'allais rester en pension. OK. J'allais rester en pension avec Michel Mongeau parce que je voulais me préparer Exact. à la Ligue nationale. Fait que j'ai dit, gars, je vais aller dans un sous-sol, dans une famille à Laval. Puis j'ai aimé mon expérience. C'était différent, mais ça m'a préparé à Puis, partir. à Toronto, ta première année, t'étais-tu avec un coéquipier? Est-ce que... Non, fait qu'ils m'ont mis à l'hôtel pour le premier mois. Puis après ça, j'ai fait un genre de feature dans le Toronto Star. OK. Puis là-dedans, je disais que j'aimerais ça rester dans une famille la première année pour me concentrer sur performer au hockey, apprendre la langue. Je parlais pas anglais à ce moment-là. Fait que pour moi, c'est beaucoup d'adaptation. Fait que j'ai dit, ça me tente pas de aller en appartement, puis des roommates, puis tout ça. J'aimerais ça vivre dans une famille. Fait que une famille qui a lu ça, il a appelé mon agent, Pierre Lacroix. Puis de fil en aiguille, c'est venu à moi, puis je suis allé luncher avec eux autres, puis c'était super. J'ai dit, regarde-moi, c'est parfait. Fait que j'ai commencé à rester dans le Westmount de Toronto, là, super de belle maison. Il dit, ça va être ton étage, ça va être ta chambre. Puis t'as appris l'anglais avec eux, avec les Oui, boys avec eux autres, aussi, il y avait mais- comme une maid là, qui faisait la bouffe, faisait le lavage, faisait tout ça. Et les autres, il y avait un petit garçon de 12 ans. Fait que c'était parfait pour moi. Tu sais, j'avais juste à me concentrer sur le hockey. Je revenais à la maison, je suis pas avec eux autres. Tu restais là longtemps? Je restais là 1 an et demi. OK, quand même. Mon année recrue, puis début de l'année suivante. Puis après ça, j'ai acheté une L'équipe de maison. 12 ans? Toi? J'avais cet âge-là en plus. J'adorais ça. Vincent d'Enfance dans la maison. Mais, c'est peut-être une perception, mais en même temps, ça a quand même été documenté un peu. Toronto, les Maple Leafs, à l'époque, c'est pas les Maple Leafs d'aujourd'hui, là. Non, moi, c'était folklorique comme organisation. C'était folklorique au niveau. Moi, je crois beaucoup qu'une organisation, ça commence par le top. Ah ouais. Si tu veux avoir du succès, il faut que tes dirigeants et tes propriétaires soient Soit stable un peu. stables et aient une vision Mentalement claire. Puis que tu donnes le ton un peu sur le reste de l'organisation. Ben Puis oui. à ce moment-là, c'était Harold Ballard qui vivait au Garden à Toronto, qui était en chicane avec sa famille, avec ses enfants, avec sa blonde Yolanda, puis c'était vraiment le bordel, puis... Lui, il vivait dans le Garden. ouais, il vivait dans le Garden, c'était comme son appartement, puis il y avait, je me souviens, le premier photo d'équipe, il fallait attendre que son chien, qui était dans la photo de l'équipe des Leafs de Toronto, là, une des plus grandes franchises d'histoire du hockey, il fallait attendre que son chien se tourne vers la caméra pour qu'on ait la shot. Fait que nous autres, on a le sourire d'en face, puis là, on entend le chien s'appelait Puck, là. Fait qu'on entend le photographe, Puck, puis là, prend des photos. Puis si tu regardes la photo de 86-87, t'as le chien qui est dans la photo. Tu sais, imagine le Canadien de Montréal avec un chien, le chien à Jeff, là, ça n'a pas de bon sens. Là, tu sais. Fait que c'était ça, c'était comme ça. On avait, Les coachs roulaient beaucoup, me semble. les coachs roulaient. On avait, à un moment donné, il y avait un comité de 3 directeurs généraux qui avait été nommés pour prendre des décisions hockey. Je peux pas dire que c'était les meilleurs vétérans non plus qui étaient là pour moi. J'ai adoré Rob Ramage, qui était capitaine à un moment donné à Toronto, mais c'était pas le meilleur environnement. Il y avait de l'envie, de la jalousie un peu. Est-ce que C'était impossible de gagner avec l'atmosphère qu'on avait là. Puis Ouais. je l'ai su plus tard, parce que pour moi, mon expérience à Toronto, c'était mes 5 premières années. Je pensais que c'était ça, la Ligue nationale. Tu sais, tu vis ça, puis tu dis, bon, j'avais du succès, mais je sentais qu'il y en a qui n'étaient pas trop contents que j'avais du temps de glace à 19-20 ans. Là. Puis encore pire, quand Daniel Marois est arrivé dans l'équipe, on a eu beaucoup de succès, Daniel et moi. Daniel, il avait 19 ans. Moi, j'avais 21 ans. Il a compté 31 buts son année recrue, 39 sa deuxième année. On jouait ensemble, puis je sentais qu'il
certains vétérans n'aimaient pas trop ça. Puis je veux pas je veux pas que tu me confirmes si c'est eux autres, mais les vétérans, si je me souviens bien, c'était pas les Rick Vive, les Dan ou c'était qui comme non, les Rick a vétérans, été gros? échangé. Rick a été échangé à Chicago avec Steve Thomas. Eux autres étaient vraiment bon. Je n'aimerais pas de nom comme je veux tu pas dis, que mais... non, c'est juste comme... Mais Non, c'était pas un bon non. environnement, même de travail, tu sais, même les pratiques, la façon que tu te prépares. Il y avait 3-4 gars qui fumaient entre les périodes, s'en allaient dans la chambre des trainers. Il y a beaucoup de choses qui étaient acceptées, qui étaient comme... Qui n'étaient pas supposés, je comprends. Ben, si c'était un bon groupe de vétérans, c'est eux autres qui vont donner le ton. J'imagine que quand tu rentres tu parlais de Crosby, puis le temps, puis Malkin, quand un jeune arrive dans cet environnement-là, il y a une façon de fonctionner. Puis oui, ça peut être dicté par le coach, mais il faut que ça soit aussi de l'interne. Faut que le vestiaire a sa régie interne avec des absolument, vestiaires. Absolument, puis c'est comme ça que ça fonctionne ici. Puis je l'ai vu, ça, quand j'étais allé à Edmonton. Quand j'ai été échangé à Edmonton, j'ai vu tout de suite en rentrant dans la chambre-là qu'il n'y avait pas de niaisage. Là. Mais quand tu arrives à Edmonton, là, on est à quelle époque? Mark Messier est toujours là? C'est quoi? Moi, j'ai été échangé contre Glenn Anderson puis Grant Fuhr. Il y avait 7 joueurs d'impliqués. Pas pire. Ben, j'avais 7 joueurs impliqués. Moi, j'étais le plus vieux à 23 ans du côté des Leafs qui s'en allaient. Il y avait Luke Richardson, il y avait Scott Thornton, 2 joueurs qui ont joué quinzaine d'années et plus dans la Ligue nationale. Fait qu'on était quand même de très bons prospects qui partaient là-bas. Moi, j'étais un joueur établi, mais Luke puis Scott l'étaient moins, puis il y avait des vétérans qui s'en venaient du côté de Toronto. Fait que quand je suis arrivé en 92-93, cette année, 91-92. Puis en 91, j'étais changé là-bas au mois d'août. Fait que le camp d'entraînement commence. Puis c'est Kevin Lowe qui est le vétéran. Il y avait 6 joueurs qui étaient en hold-out. À ce moment-là, là, il y a eu beaucoup de succès. Il avait gagné 5 coupes en 8 ans. Ouais. Puis plein de joueurs restaient à la maison pour essayer d'obtenir plus d'argent pour leur contrat. Puis Glenn Sater, qui était le directeur général, puis Paul Clinton, le propriétaire, gérait ça extrêmement serré. Fait qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas contents, qui voulaient être compensés plus. Fait qu'ils restaient chez eux. C'était le seul moyen que tu avais pour mettre de la pression sur le club, c'est de pas aller au camp d'entraînement. Ben ouais. Fait que Mark Messier n'est pas là. Glenn Anderson n'est pas là. Fuhr n'est pas là. Ils ont été échangés finalement à Toronto pour moi, mais les autres étaient en hold-out aussi. Tu n'avais pas Essa Tikkanen, tu n'avais pas Bio-Kaboom, tu n'avais pas beaucoup de vétérans. C'est soit qui ont été échangés ou qui ont signé éventuellement pendant la saison. Mais ce que j'ai vu de Kevin Lowe, c'est qu'il y a une façon de fonctionner ici, puis ça parle juste de Coupe Stanley quand tu arrives à Edmonton. Il y avait des Coupes Stanley sur la porte en rentrant dans le vestiaire. Chaque fois qu'il gagnait un match en série, il mettait une coupe. Fait que tu t'approchais du but. Quand il y en avait 16, ben, tu avais la Coupe Stanley. Fait que tu voyais le 83, 84, 87, 88 puis 90. Fait que c'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Fait que pour moi, c'était... OK, ici, c'est... Mais est-ce que tu t'attendais de te faire changer de Toronto? Parce que c'était quand même leur premier choix à 23 ans, tu as des bonnes stats. Est-ce que tu t'en attendais ou tu t'en attendais pas? Tu t'en attends jamais, mais les rumeurs couraient. Quand Cliff Fletcher est devenu directeur général de l'équipe, puis à ce moment-là, le club a été vendu aussi. Ballard n'était plus là. Cliff Fletcher, lui, voulait un club compétitif tout de suite, puis il a fait des échanges pour aller chercher des vétérans. Fait que mon nom est sorti peut-être une semaine de temps, puis à un moment donné, boum. On jouait contre Edmonton ce soir-là, de mémoire, là. Puis j'ai été échangé, fait que j'ai changé de chandail. Fait qu'au lieu de jouer contre Edmonton, je me suis retrouvé à Edmonton à jouer contre Toronto. Premier match hors concours, c'était assez weird, là. Mais j'aimerais ça, puis ça fait longtemps que je t'ai demandé, je t'ai déjà demandé, tu te fais échanger à Edmonton, tu as une saison de feu, tu jouais une saison. Est-ce que là, c'est toi qui étais pas heureux pour une raison quelconque ou ils te l'ont demandé parce que... Non, mais moi, je négociais à Toronto un contrat. J'avais presque signé mon contrat. Non, à Toronto, avec Fletcher. Fait que moi, je suis en train de négocier avec Pierre Lacroix. On est sur un contrat de 3 ans. On parle de contrats. Là, on est dans les détails. Là, je me fais échanger à Edmonton. Puis Glenn Sater, il négocie dur avec tout le monde.
il fait la même affaire avec moi. Il dit, regarde, c'est pas vrai que ce que tu parlais avec Cliff Fletcher là-bas. Oublie Oublie ça, là. On n'est pas là, ici, là, puis là, tel gars fait ça, puis tel gars fait ça. Fait que moi, je jouais ce qu'il appelait à ce moment-là une année d'option, ou est-ce que c'est une année où est-ce que tu négocies, mais c'est très rare que les gars jouaient cette saison-là sur leur année d'option. Tu signais pendant l'année. Ouais. Fait que moi, j'étais une grosse différence. J'ai commencé l'année en négociant avec Sater, qui est très difficile. Puis pendant les négociations, le début de la saison, ça va pas bien pour moi. Là. Au début, là, je pense que j'ai 4 buts en 23 matchs, une affaire de même. J'ai pas beaucoup de points. L'adaptation va pas bien. À ce moment-là, personnellement, c'est difficile aussi. Mon contrat, tout ça. Fait que moi, c'est là que j'ai commencé à vraiment lire les conventions collectives. Là, j'essayais de figurer comment est-ce qu'on peut. Puis là, je lis une affaire dans la convention. Il y a une affaire Double Eagle. J'ai dit à Pierre, c'est quoi j'ai lu ça, Double Eagle? C'est un contrat d'1 an, puis il n'y a pas d'année d'option. Puis ça, c'est comme tu joues 1 an, puis après ça, tu redeviens joueur autonome. Puis là, Pierre, il dit, c'est pas pire, une bonne idée. Fait que finalement, pour faire une histoire courte, je signe un Double Eagle qui me donne un contrat d'1 an seulement, avec des bonnies qui n'existent plus aujourd'hui. Je fais 70 points, 80 points. J'atteins plus. Fait que j'ai fait plus d'argent parce que là, je suis parti en feu après avoir signé. J'ai eu comme 30 buts en 35 games après ça. 38 buts, 89 points la saison. Fait que là, j'ai tout atteint mes bonnies. Fait que j'ai fait plus d'argent en 1 an que j'aurais fait ma première année avec Cliff Fletcher et les Leafs. Puis je suis redevenu joueur autonome. Sater devait être content. Ben, lui, il était content parce que je performais, mais je pense qu'il fallait qu'il paye. Oui, mais... Fait que dans le fond, ils t'ont perdu comme joueur autonome. Mais ben, joueur autonome avec compensation. Okay. Tu n'étais pas libre à ce moment-là Non, jusqu'à 30, je sais pas, 31 ans. C'est 31 ans ou 8 ans. Mais je veux juste revenir sur une chose. Ouais. Dans tes temps libres, tu lisais la convention? Quand j'étais en négociation, Tu avais je me 24 fiais ans. pas. Tu avais 24 Oui, mais ans? à 19 ans, à 18 ans, quand j'ai été repêché par les Leafs, Pierre Lacroix, il m'a dit, tu t'en viens avec moi, on s'en va à l'aéroport en meeting avec McNamara, qui était directeur général de Toronto, pour assister à ma négociation de contrat. Puis ça, pour moi, c'était fantastique parce que ça m'a donné la piqûre de hockey. Faisais-tu ça avec tout le monde, Pierre Lacroix? Pierre Lacroix impliquait les joueurs dans les négociations de contrat. Je ne sais pas s'il faisait ça avec tout le monde, mais moi, quand il m'a dit ça, moi, j'étais assis, je me souviens, au Sheraton à l'aéroport, puis j'écoutais McNamara puis Pierre. Écoute, ça a duré 1 heure. Là. C'était pas long. Mon contrat était fait. Oui. À 18 ans, OK. Puis ça devait être inconfortable pour McNamara parce que là, tu peux pas... T'as pas comme de l'arbitrage? Non, mais j'ai signé un contrat de 3 ans plus une année d'option en étant à la table des négociations puis en sachant qu'est-ce que Pierre voulait dire, puis son plan de match, puis sa stratégie avant d'arriver là, la préparation, puis tout ça. Ça m'a allumé. Fait que pour prendre la décision finale, là, quand tu négocies, là, moi, j'ai toujours cru que c'est le joueur qui va dire à l'agent « OK, c'est assez » ou « Non, je ne veux pas jouer là » ou « Oui, je veux... » C'est le joueur qui décide. Ben, je suis d'accord. Puis, juste une parenthèse, avec mon contrat de Don Meehan m'avait amené la même chose. Puis, tu as raison, moi aussi, ça m'a allumé. J'étais allé négocier à table. Tu avais Gillette, son fils, Foster Gillette, Pierre Boivin. C'était André Savard qui était là. Puis, de notre côté, moi, Don Meehan, 2 agents. Puis ça parlait, puis j'ai attendu mon cue. À un moment donné, j'ai dit ce que j'avais à dire. Puis Julien Brisebois est à Montréal. J'avais juste dit tout simplement, on demandait un contrat, mais il ne voulait pas me comparer au gagnant du Trophée Hart de 25 ans. Mais tu n'avais pas de gardien qui avait gagné le Hart à 25, mais tu avais Chris Pronger, Correa. L'année après, ils ont signé comme 10 millions. Puis là, il parlait, j'ai juste une fois, j'ai dit, ben, pourquoi vous me comparez juste à des gardiens de but? Comparez-moi aux gars qui ont gagné le même trophée de mon âge, qui font X. Personne n'a parlé, puis Julien Brisebois, 1 an après, quand il était avec le Canadien plus souvent, il m'a dit, quand tu as dit ça, j'avoue qu'on ne savait pas trop quoi répondre. Finalement, j'ai pas signé ça, mais tu as tellement raison. Les gardiens étaient sous-payés pendant longtemps. Oui. Mais c'était le fun. Donc, tu es à Edmonton, puis tu checkes... Fait que tu as tout le temps gardé un genre de contact avec... mais ça m'a allumé sur le côté business du hockey. Ouais. J'étais aussi impliqué dans les négociations avec les propriétaires. Je suis devenu rapidement un représentant des équipes. Les gars posaient des questions, puis j'essayais moi, j'essayais de savoir, tu te situes où dans
dans la négociation, mais tu ne peux pas le savoir si tu n'es pas instruit, si tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Pour avoir un jugement sur OK, si c'est assez ou pas assez, il faut que tu connaisses les comparables, qu'est-ce qui se passe avec les autres joueurs, comment les autres joueurs sont payés, puis c'est quoi les options que tu as. Si tu payes de joueur autonome avec compensation, c'est pas la même chose que si tu es joueur autonome puis tu es libre, puis si tu t'entends pas avec ton équipe, tu peux aller négocier avec 30 autres équipes. C'est pas la même affaire, là. Fait que moi, j'avais pris le temps de lire ça pour voir, OK, c'est quoi mes options, moi? Puis le Double Eagle, ben, c'est là que j'avais trouvé ça, puis j'ai parlé de ça avec Pierre Lacroix, puis il a dit, bon, ben, bonne idée, on va faire ça. Puis ça a passé avec Glenn Sater, parce qu'il y avait des bonnies à ce moment-là de performance, qui était si tu performes, tu vas être payé. Si tu ne performes pas, tu vas avoir la base. Puis ça devient win-win, là, parce que... Ça devient win-win, exactement. Fait que là, j'ai devenu joueur, j'ai eu une bonne saison, mais je ne voulais pas retourner à Edmonton pour des raisons personnelles. Puis pour moi, c'était le message que j'ai passé à Pierre Lacroix. Je dis, j'aimerais ça revenir à la maison, si c'est possible. Fait que je suis l'été 92. Tu ciblais Montréal déjà. Oui, je voulais revenir à la maison parce que ça avait été dur personnellement pour moi à Edmonton. Je me divorçais à ce moment-là. C'était tough. Puis j'avais passé l'été après la saison chez mon frère. Je vivais chez mon frère à cause des raisons personnelles. Fait que là, je disais à Pierre, ça ne me tente pas de retourner à Edmonton. Je suis loin. J'aimerais ça revenir à la maison. Puis... Pierre, en bon agent, il était capable de... j'avais ça. Il y avait aussi le fait que Montréal cherchait à avoir un joueur de mon profil, francophone en plus. On cherchait un joueur de centre. Oui. C'est pas d'hier qu'on cherche un joueur de centre. Puis Serge, c'est important pour lui d'amener des joueurs francophones dans l'organisation. Fait que quand j'ai eu l'appel que je m'en ai à Montréal, c'était au mois d'août 92. J'étais avec mon frère dans son bureau d'anthropologie à Ville d'Anjou. Puis on s'est donné des gros high five. J'étais super content d'arriver chez nous, d'arriver à Montréal, d'être dans mon monde, famille, les amis, puis l'organisation que je viens de Ville d'Anjou, j'étais à 20 minutes du forum. Fait que pour moi, c'est mon équipe, là. Puis ta première année à Montréal, ta meilleure saison productive, puis vous gagnez la Coupe. Oui. En 10 mois, José, ça doit avoir été incroyable. J'étais changé à Montréal au mois d'août, puis je gagne la Coupe au mois de juin l'année suivante. Fait que pour moi, c'est l'année la plus importante dans ma carrière de 18 ans, là, qui a le plus d'impact, j'ai le plus de souvenirs. Il y a bien des choses que j'ai oubliées, là, mais cette année-là, c'est vraiment l'année où je me souviens de mes coéquipiers. On a eu une réunion de 30 ans. C'est vraiment... Quand tu gagnes avec un groupe, là, tu gagnes la Coupe cette année, ça soude à vie. Mais t'as quel âge? T'as 26 ans quand tu gagnes la Coupe, à peu près? 25 ans, oui. Mais c'est cool, 25, parce que en plus, ça faisait comme 7 ans, grosso modo, que tu étais dans la Ligue. C'était ma 7e année, oui. Parce que tu as gagné à 18-19. C'est toujours le fun de gagner la Coupe, là. Mais tu sais, on avait Patrice Brisebois, mais peut-être que tu réalises pas tout quand tu n'as pas eu des moments plus down, plus difficiles, des hauts et des bas, en fait, dans ta carrière. Tu arrives à 25 ans, sorte de prime, là, puis tu te dis, OK, ben tu peux vraiment, comme, je sais pas, maximiser ton expérience, puis vraiment comprendre. Tu étais allé à Toronto, tu étais allé à Edmonton, puis là, tu gagnais dans ta ville. Moi, honnêtement, j'ai pas vraiment réalisé que ça allait être... je pensais d'avoir d'autres opportunités plus tard, mais tu sais, parce que j'étais quand même jeune, à 25 ans. Nous autres aussi, on pensait que vous en auriez. Non, mais j'ai fait une finale dans ma carrière, puis j'ai gagné la Coupe, c'était en 93. Fait que c'est quand même très, très difficile d'être dans une équipe qui aspire à gagner, puis de te rendre, tu sais, de pouvoir te rendre pour plein de circonstances. Tout avait tombé en place cette année-là. On avait chacun un rôle, on avait un bon coach, on avait un directeur général. Tu sais, je parlais de la structure, comment c'était important d'avoir des gens solides en place, en haut, pour vraiment... Le leadership part d'en haut. Le leadership part d'en haut. On avait un bon groupe de vétérans dans l'équipe. Tout le monde se tenait. Il y avait 14 Québécois. Il y avait 14 anglophones. Il n'y a personne qui parlait de ça. Tout le monde était vraiment proche. Puis on avait... Tu avais quand même un bon goaler. Ben oui, c'est sûr. Qui était correct, le 33. Ben oui, c'est sûr. C'était notre joueur clé. Là, puis les playoffs étaient incroyables. Là, mais c'est ça. Tout le monde...
On a gagné beaucoup de matchs en supplémentaire. On a eu du succès. On a eu des buts dans le bon temps clé de différents joueurs. Puis tout le monde a fait sa job. Puis Fait que tu fais c'était partie vraiment des joueurs une un saison peu comme, tu incroyable. sais, des fois, on en parle. Moi, j'ai adoré jouer à Montréal. OK, ça finit jamais comme tu veux, puis c'était comme ça avec... Tu peux en nommer plein, mais moi, j'ai adoré jouer, j'ai adoré la pression. On connaît beaucoup de joueurs, on les nommera pas, mais qu'eux autres, ils aimaient moins ça, puis ils sont allés ailleurs. Fait que toi, t'es un peu comme moi, t'as adoré tout ton séjour à Montréal. Oui, je te dirais que c'est la question qui peut-être toi aussi, parce que tu l'as vécu au niveau, là, tu sais, un joueur super important, c'est que ça me fatigue, cette question-là, parce que c'est venu à Toronto, c'est venu à Montréal, souvent, ils vont demander, bien, comment tu te sens? Tu vas avoir beaucoup de pression. Mais la réponse, là, c'est oui, il y en a beaucoup de pression. C'est pas qu'il n'y en a pas. C'est pas qu'il y a-tu de la pression ou il n'y a pas de pression. C'est qu'est-ce que tu fais avec cette pression-là pour être prêt puis pour la gérer. Tu sais. C'est ça la question. Puis il y en a qui ne sont pas capables de gérer ça. Il y en a d'autres qui vont la gérer puis qui vont performer. Puis il y en a d'autres qui vont surperformer parce qu'ils ont cette pression-là sur les épaules. Puis Patrick était de même, toi, tu étais de même. Moi, je trouve que ça m'a aidé à m'assurer d'être bien préparé puis d'être à mon meilleur. Puis oui, des fois, c'était difficile quand tu as des léthargies puis ça va pas bien. Tu t'entends le monde, les attentes puis tout ça, mais j'ai jamais douté de ce que j'allais pouvoir m'en sortir. Puis j'ai toujours voulu être sur la glace dans les moments importants. J'ai toujours voulu être le gars qui fasse la différence. Je voulais pas être sur le banc. Moi, j'aimais pas ça quand il me tapait pas dans le dos. Tu sais, je vais être sur la glace. Puis si tu te casses la gueule, ben, tu te casses la gueule. Qu'est-ce que je te dis? Ouais. Tu peux pas avoir peur. Ben ça, c'était ma mentalité. Puis C'est la mienne José. aussi, Louis, hein, on en parle T'sais, souvent, c'est c'est exactement ça. Si tu veux pas être sur la glace, dans n'importe quel domaine, dans ton domaine, dans business, les gens qui réussissent, les gens qui gèrent bien la pression. Sinon tu as un poste qui est plus bas. Ça va avec le poste. Puis Je me souviens pas comment ça termine ton épopée avec le Canadien. Je sais que mais tu le t'en vas à San Canadien, Jose, mais ouais, c'est mais quoi le Canadien, c'est simple. C'est le Canadien est en vente. Fait que la compagnie Molson voulait se débarrasser du club. Ça allait pas bien à ce moment-là pour X raisons. Puis ils voulaient pas investir dans le club. Eux autres, ils cherchaient à rendre ça financièrement le plus attrayant possible pour un acheteur potentiel. On nettoie le bilan un peu, là. C'est ça. On Fait que nettoie moi j'étais en on négociation, puis c'était clair quand j'ai parlé avec Régent Hall, qui avait les mains liées, là. J'aime beaucoup Régent, mais il ne pouvait pas rien faire. Première rencontre pour mon contrat, je voyais que... Puis là, je devenais agent libre sans compensation. Ouais. Ça, c'était Moi, je clair. savais que si je devenais libre à l'été 2000, je devenais joueur autonome sans compensation. Je parlais à toutes les autres équipes. C'est sûr que j'allais avoir plus que qu'est-ce qu'ils m'offraient. Pour moi, je le savais. Ils le savaient, eux autres aussi. Fait que là, j'ai dit, bon, merci beaucoup. Je suis allé chez nous. Puis à ce moment-là, mettons, on est au mois de janvier. La date limite des échanges, c'est le 23 mars. Je le sais que Régent, il ne me perdra pas pour rien. Là. Il va m'échanger, il va aller chercher le maximum pour moi, pour le futur. Puis moi, je m'en vais. Là. Dans ma tête, c'était clair. Mais tu sais pas où, tu sais pas quand. Tu étais à l'aise avec ça, puis c'était comme... Oui, j'étais prêt à l'accepter. Je n'étais pas prêt à accepter le contrat qu'il m'offrait. Puis pour moi, c'était... Puis il y avait Alain Vigneault aussi qui était l'entraîneur à ce moment-là. Puis moi, l'année d'avant, la première année d'Alain, j'avais fait une grève de 3 jours. Je n'étais pas allé au camp d'entraînement. J'ai signé un contrat d'1 an. Puis là, je devenais joueur autonome. Fait que Alain, ça a mal parti avec lui. J'avais demandé à Régent, je dis, même si je suis en grève, là, j'aimerais ça aller parler à Alain, c'est un nouveau coach. J'aimerais ça aller je suis capitaine. Là, j'aimerais ça aller dire bonjour, puis voir un peu c'est quoi son système. D'un coup, je manque 2 mois. Là, j'aimerais ça savoir dans quoi je m'embarque. Là. Puis que la rencontre avec Alain, mais ça a été plus froid. Il arrivait du junior, puis c'était plus j'en viens pas que mon capitaine n'est pas au camp d'entraînement. Puis tout ça, mais je dis Alain, côté business, je suis pas ici pour ça. Là, je suis venu plus pour... Fait que ça a été froid un peu comme premier meeting. Puis j'ai jamais vraiment senti qu'il y avait mon... tu sais, comme... Tu le sens comme joueur quand ton coach est derrière toi puis qu'il got your back, là. Ouais. Fait que c'est ça. Ça a été... Puis je pense qu'Alain aussi savait que j'allais me faire échanger. Il savait la situation.
Fait que quand je voyais l'avantage numérique, des fois, j'embarquais pas, puis tout ça, puis j'étais le premier scoreur de l'équipe. Pour moi, ça Le venait me Sakou chercher. était arrivé aussi. Oui, Sakou, il y avait Il y avait une couple de jeunes, mais... il y avait Thornton. Ouais, c'est ça, c'est dans le pas point, Thornton, il y avait Shane Corson. Ouais. Il y avait... Non, on avait une bonne équipe. Moi, les coéquipiers étaient super. Mais je savais, côté business, que l'organisation cherchait à vendre le club. Puis j'allais échanger. Puis la veille de l'échange, Régent m'amène avec Quintal dans son bureau. Puis il me dit, les gars, merci pour votre temps à Montréal. J'essaie de vous échanger, je vous le dis. Quand même classe. Oui, très classe. Il n'y a Mais pas de Régent, directeur il- qui fait ça. Là. classe, Régent. Il est super correct, c'est sa personnalité, tu sais, il est super fin. Mais là, Quintal, il dit, c'est parce que Régent, on a un vol demain à midi, puis l'heure limite est à 3 heures. Demain, si on n'est pas échangé à midi, on embarque-tu dans l'avion? tu sais? On s'en allait à Edmonton, là. C'était pas un petit vol, c'était un vol de 3 heures. On partait à Edmonton. Puis là, il n'avait pas pensé à ça, clairement. Puis là, il a dit, oui, embarquer dans l'avion. Fait qu'à midi, le lendemain, on n'est pas échangé ni l'un ni l'autre. Puis on embarque dans l'avion pour aller à Edmonton. Puis là, moi, je sais que Rendu à probablement, Edmonton, tu des repars. grosses chances que je vais être échangé. Mais j'ai quand même espoir de rester à Montréal puis de finir la saison. Tu sais pas, tu sais. Fait que là, on est le 23 mars, on s'en va à Edmonton. Puis à ce moment-là, tu as le dirigeant qui est en avant de l'avion, tu as les médias qui est dans le milieu, puis tu as des joueurs en arrière qui sont dans le fond. Fait que moi, je joue aux cartes comme d'habitude avec Ruzinski puis Savage, puis j'attends. Puis à 1 heure, je demande aux gens des médias, tu sais, mes chums des médias, ils ont des téléphones dans les bancs à ce moment-là, là, tu sais. Puis Y a-tu quelque chose? avez-vous des nouvelles? Y a-t-il quelque chose? Non, il n'y a pas de nouvelles. Qu'à 2 heures, je fais encore non, pas de nouvelles. Puis là, il est 3 heures moins 10, puis je vois Gaétan Lefebvre qui se lève de son banc, puis qui marche devant les médias, puis qui vient me taper sur l'épaule, tu sais. Il dit, Alain veut te parler. Fait que je m'en vais voir Alain devant les médias, puis tout ça, c'est assez incroyable. Là, mais... Puis Alain, il m'annonce que je t'ai changé aux Sharks de San Jose. Puis je pense que les questions que j'ai demandées, c'est est-ce que je suis seul dans l'échange? J'ai dit oui, puis j'ai dit, bon, mais là, que je fais quoi, là? Ben, il dit, je pense que tu retournes à Montréal. Fait que tu vas rester dans l'avion. Fait que je dis OK. Fait que je m'en vais, je suis assez émotionnel dans mon banc. Je t'es même pleure pas un parti, peu. mettons, Edmonton, t'étais déjà rendu sur la côte ouest. Non, là, on est par-dessus Winnipeg. Là, on est dans l'avion. Là, il reste encore 2 heures de vol. Là. Fait que là, je reviens. Je pleure un peu dans mon banc. Je suis émotionné. Là, tout sort. Là, tu sais, Là, tu vois ton parcours. Puis là, les gars viennent me voir un après l'autre. Puis, tu sais, ils me saluent. Puis ça. Puis ils disent, qu'est-ce que tu veux faire? À un moment donné, là, tout le monde se regarde. Puis on fait quoi? Tu sais, on continue à jouer aux cartes. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Fait que j'ai fait une autre 1h30, 2 heures avec l'équipe. Puis là, tout le monde est débarqué. Puis moi, je suis resté seul, fait une couple d'appels, prépare mes choses, tout ça. L'équipe jouait à Toronto le lendemain. Fait que je suis resté dans l'avion. Je suis reparti seul avec l'équipage. Puis de là, je suis parti à Toronto pour rejoindre l'équipe. Puis j'ai fait une 12aine d'heures d'avion cette journée-là, le 23 mars 99. Wow. C'était le début de mon aventure à San Jose. Fait que c'était... J'aimerais ça prendre avant. Je peux pas te laisser partir, Vincent, sans parler de 2 aspects. Du côté affaires, là, je peux dire, c'est quelque chose qui m'a tout le temps fasciné chez toi. Mais là, aujourd'hui, tu nous expliques que tu as tout le temps suivi ça, même jeune, tu t'intéressais à ça. Puis il y a une époque où il y a eu la grève, tout. 2004? Oui. Lockout. Ouais. Non, Lockout. Puis tu étais représentant dans ce temps-là, right? Ben, rendu en 2004, moi, j'étais sur le comité exécutif C'est ça. qui négociait avec la Ligue. Ça, ces joueurs-là, on était 7. Ça, c'était voté par le membership. Fait que les autres joueurs votaient sur les joueurs qui allaient représenter le groupe dans les négociations avec la Ligue. Puis moi, à ce moment-là, j'étais vice-président de l'association des joueurs. Puis il fallait que tu sois un joueur pour ça. Quand tu prends ta retraite, tu as d'autres joueurs qui prennent la place. Mais le comité exécutif, c'était Trevor Linden qui était le président. Il y avait moi, il y avait Bill Guérin, qui est maintenant directeur général du Minnesota. Il y avait Arthur Serbay, il y avait Daniel Alfredson. Il y en avait d'autres que j'oublie, là, mais Bob Boughner était excellent. Fait qu'il il y avait des vedettes, il y avait des joueurs plus de quatrième trio. Tu sais, que ça représentait le membership. Mais tu as toujours été, en tout cas, de l'extérieur, c'est comme, il va être un directeur général.
Et c'est comme, il va être probablement directeur général du Canadien, même à un moment donné. C'est jamais... À ce jour, c'est pas encore arrivé. Est-ce que qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est un concours de circonstances ou tu as décidé, toi, que c'est pas une job que tu voulais vraiment faire dans la vie? Ben, je suis entrepreneur depuis 1999. J'ai investi dans les spas scandinaves. Puis, mais c'est pas pour ça. La raison, c'est vraiment un concours de circonstances où j'ai eu mes enfants tard. J'ai 3 garçons, moi, de 20, 18 et 11. Puis mes enfants, je les ai eus tard dans ma vie. Tu sais. J'ai eu mon premier à 36, mon dernier à 46. Puis c'était pas le sacrifice que j'étais prêt à faire pour devenir directeur général. J'étais un père monoparental, puis moi, de partir en Europe pendant 2 semaines pour aller voir des jeunes joueurs de hockey, parce que tu as besoin de faire un travail. C'est un poste qui est sexy, là. Ah non, mais c'est beaucoup d'heures. Mais de penser que tu fais juste regarder des matchs puis prendre des décisions, c'est pas mal ça marche. Fait que moi, j'ai coupé ça assez court. La première fois que mon nom est sorti, c'est quand Marc Bergevin a été nommé à Montréal. Mon nom sortait, puis j'étais en train d'essayer d'obtenir la garde de mes enfants 50-50. C'était compliqué, ma vie personnelle. Puis j'étais pas prêt à sacrifier ça, si tu veux, pour obtenir un job de directeur général. Fait que moi, j'ai appelé Jeff. J'ai dit, Jeff, je sais que mon nom sort. Je vais juste te dire que c'est pas dans... Je peux pas accepter... Je peux même pas te rencontrer pour parler de la possibilité, parce que pour moi, c'est clair dans ma tête que le choix est fait. Personne, là. Non. Puis il m'a juste dit, OK, j'apprécie ça. Puis j'aimerais ça quand même avoir une discussion avec toi. Si je peux te poser une couple de questions. On se dit, ben oui. Fait qu'on a eu une conversation ensemble, là, au téléphone. Je lui ai dit, moi, ce que je ferais, puis si je lui ai dit des choses que, bien ouvertement, là, sans dire, moi, c'est ça que je ferais, là, tu sais. Puis après ça, il y a eu d'autres entrevues, puis il a nommé Marc. Puis quand Marc est parti, même chose, mon nom est encore sorti, mais à ce moment-là, j'étais... Tu sais, je suis actionnaire majoritaire des spas scandinaves. On a maintenant... J'ai 400 employés. Là. Pour moi, Vous êtes ça... en expansion en plus? Ben ouais, je suis actionnaire majoritaire. Je suis président exécutif du conseil d'administration. Mon focus est là. Je m'en vais à Edmonton ce soir. J'ai un vol ce soir pour Edmonton parce que c'est notre 5e qu'on va bâtir là-bas. On est dans le projet en ce moment, le design, tout ça, c'est ça qui m'allume. Là. Fait que moi, j'espère que tu ne reviendras pas tout seul avec l'équipage. Non, mais c'est ça. Fait que moi, ma vie maintenant, il y a 3 comme volets au niveau du travail. Là. Il y a les spas scandinaves, mes équipes, mon groupe, puis c'est important pour moi d'être là pour eux autres. Il y a le RDS, où je suis encore là hockey, puis je suis impliqué, puis j'aime ça. On a une belle gang. Je travaille avec mes anciens coéquipiers, avec Carbo, avec Ben Brunet. On a une équipe super RDS, puis ça, je ne veux pas lâcher ça. Puis il y a le côté ambassadeur du Canadien. Depuis 3 ans, j'ai été nommé pour représenter le brand, puis l'équipe. Puis ça aussi, c'est super. Fait que ça m'occupe travail, si tu veux. Là. Puis je garde aussi du temps pour ma vie personnelle, pour mes enfants qui sont dans le hockey et dans différentes choses, d'être là pour eux autres. C'est super important pour moi. Je suis bien balancé dans ma vie, puis je voyage pas comme un directeur général a besoin de faire, mais ça aurait été un défi incroyable de pouvoir vivre cette expérience-là, mais c'était juste pas dans les cartes. Dans tes concours de circonstances. Des temps libres, tu peux aller en Floride jouer au golf avec ton chum Théo. Oui, c'est ça. à côté de chez nous à 15 minutes. Ah oui, pour vrai? Oui, exact. Fait que c'est ça. C'est bien balancé, ma vie, puis je suis super heureux là-dedans. Pour moi, c'est ça qui est important. Le spas scandinave, votre 5e que vous allez ouvrir à Edmonton? Oui, j'ai Mont-Tremblant, Vieux-Montréal, qu'on connaît plus au Québec. Mais j'ai aussi un Scandinave à Whistler, en Colombie-Britannique, depuis 2010. Et Blue Mountain, en Ontario. Blue Mountain, c'est à Collingwood. C'est à 2 heures au nord de l'aéroport de Toronto. Okay. C'est la seule montagne à peu près en Ontario où il y a du ski puis des terrains de golf. C'est un peu un mini Tremblant. Là. Alors, il y a beaucoup de touristes qui vont là. On a les 3 spots pas mal au Canada, là, des montagnes, 4 saisons là, où il y a de l'activité, fait qu'on est super bien positionné. Puis Edmonton, bien,
On a un beau terrain, fait que ça va être probablement l'ouverture en 2028. Es-tu rentré là-dedans comme investisseur seulement au début ou c'était Ouais, c'était absolument. votre idée, c'était une passion, tu voulais faire ça? Il y avait Ou c'est des gens qui vous disaient, ah ben, tu sais, souvent ça arrive là, dans vos positions, là, vous avez des sous, vous êtes connus, dire, OK, ben on va l'intégrer comme investisseur, ça va être comme notre C'est juste, on porte-parole. doit s'associer aux bonnes personnes, comme ça a été, moi j'ai eu la chance de faire, Exact. puis toi aussi. Toi, en Ben, on s'en est immobilier, parlé, on s'en est parlé au souvent. dernier, tu sais, ce qui est important pour moi, c'est... Ben, il y a deux choses, en fait. Je suis rentré comme investisseur, oui, mais ça me donnait une participation dans l'entreprise, mais pas juste l'entreprise à Tremblant. Pour moi, on bâtit quelque chose ensemble. Fait que j'étais dans l'opérationnel, tu voyais comment non, ça dans se le passait. holding. Fait que s'il y a de l'expansion future, on participe ensemble. On crée un groupe où on participe tout le monde ensemble. Fait que ça, c'est important. Mais le plus important, c'était l'idée avec le terrain à Tremblant qui était réservé. On était sur le bord de la rivière, on avait 7 acres. Là. C'était incroyable, le spot. L'idée était bonne. Je ne connaissais pas c'était quoi un spa nordique. Puis aussi, les gens qui allaient opérer la business, est-ce que moi, j'avais confiance aux gens qui me pitchaient l'idée, puis j'y trouvais fantastique. Fait que j'ai investi dans les gens, pas juste l'idée. Parce que c'est ça l'erreur souvent que le monde... C'est vraiment important, ça. Ben oui, c'est qui va gérer ton entreprise, parce que c'est là que ça se passe. Ah, tu vas avoir un bon plan de match, mais qui court le ballon, là? Exact. C'est Fait que vraiment important. les gens qui ont géré l'entreprise, c'était des gens solides, les deux gars qui... Fait que le groupe était solide, puis les deux gars qui ont opéré la business pendant 10-15 ans étaient aussi solides, puis c'est un succès depuis le jour. Ça fait combien d'années? Ça fait 26 ans maintenant déjà qu'on a c'est ouvert fou, Tremblant. Fait que, on a fait beaucoup de chemin. Félicitations, Vince. Ah, ben, merci. Comme promis, 60 avec le 60 minutes. Je veux juste en profiter pour dire que tu m'as vraiment beaucoup aidé quand je suis arrivé, Vincent. Autant le côté business. Ouais. On se rencontrait, il me parlait de business, puis ça m'intéressait que ça soit des placements, ça soit à bourse. Puis Louis, tu me connais, j'aime assez ça, moi aussi, les chiffres. Suis tes ça affaires. m'allume. Fait que non, mais Ouais. tu m'as aidé puis autant en tant que capitaine. Fait que je te remercie vraiment, mon Vincent. Ben, Merci c'est bon, d'être je vais ici. finir avec ça parce que quand je te disais qu'à Toronto, c'était difficile, moi, Kevin Lowe, puis quand tu es jeune puis tu rentres dans un groupe de vétérans, là, tu peux être intimidé assez facilement. Mais si tu as des bons vétérans qui te prennent la main, qui te disent viens-t'en, on veut gagner avec toi, puis qui t'aident, c'est ça qui forme un groupe solide, puis une équipe solide. Puis c'est ce que je vois ici à Montréal. On n'a pas parlé beaucoup de l'équipe actuelle, mais je trouve que de signer des Matheson puis d'amener des bons vétérans, c'est super important parce que c'est eux autres qui vont inculquer la culture dans l'organisation. Fait que ça m'a fait plaisir d'être non, là merci, pour mon toi, Vincent. José. Moi, j'ai eu ça d'autres gars. Puis Ben, c'est ça. fait que quand tu un beau deviens modèle à vétéran, suivre. c'est important d'amener les jeunes dans Parce l'organisation. qu'effectivement, dans le on champ. est très intimidé quand on rencontre les C'est gars. clair. Fait que quand t'en as un qui te prend, qui t'amène luncher après une pratique, tu parles pas, mais t'écoutes, puis tu poses des questions. Puis moi, je l'écoutais souvent parler, justement, puis tu sais, c'était toujours intéressant. Mais tu sais, c'est juste comment il se comportait, ça a été un modèle. Fait qu'encore une fois, Vince, Ben, merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Vincent. Merci de l'invitation. La prochaine invitation, c'est quand il va être au Hall of Fame. C'est moi qui le dis. Il y a plus de temps. J'aurais aimé ça en parler. Ça. On a plus de temps. Putain, on plie là-dessus.